Bonjour à tous, Matin Bonheur est encore là pour ce tout dernier jour ouvré de la semaine avec toujours le même objectif, vous enrichir. Et cela se fera à travers nos différentes rubriques, notamment dans la rubrique culture dans laquelle on reviendra sur l'héritage laissé par le père de la négritude, Aimé Césaire. Nous reviendrons aussi sur cette fête qui aura lieu dimanche avec l'Église catholique. Nous recevrons donc un père avec qui on parlera de la célébration de la fête des rameaux, sans toutefois oublier nos différentes capsules qui vous permettent de voyager. Et d'ailleurs, si on allait visiter la Suisse, voilà, magnifique ville, hein, Fribourg, située dans la partie ouest de la Suisse. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à vous balader à travers les images qu'on vous proposait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le vendredi 23 mars 2018 et le monde entier célèbre les Victoriens. Victorien nous vient du latin Victoria, qui signifie tout simplement victoire. Alors, les prénoms dérivés, nous avons Victorien, Victorienne, Victoire, Victor, Victory, Vicky, et même Victoria. Ils ont tendance à se prendre pour le nombril du monde, croyant savoir tout et estimant souvent leur choix comme étant le meilleur. En affaires, ils sont intraitables, ce qui leur joue parfois de mauvais tours. Très peu sentimentaux, ils se retrouvent généralement seuls et s'en prennent souvent à la terre entière, comme bien évidemment seuls responsables. Bonne fête à tous les Victoriens qui sont en ce moment devant leur petit écran et on vous souhaite une agréable journée. Sans toutefois oublier qu'aujourd'hui aussi, le monde entier célèbre la journée internationale de la météorologie. Voilà, la journée internationale de la météorologie. Cette journée commémore l'entrée en vigueur le 23 mars 1950 de la convention qui a institué l'Organisation météorologique mondiale, en abrégé OMM. Cette organisation a contribué au progrès rapide des sciences météo-climatiques et technologiques connexes et de la coopération internationale. Et bien sûr, grâce à la météorologie, on sait tout ce qui se passe. Hein. Le temps, on sait si on doit sortir avec un parapluie ou pas. Voilà. Vous le savez, Matin Bonheur, c'est également cette émission qui vous permet de garder la forme à travers la gym. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir pour moi d'être en votre compagnie pour la dernière de la semaine. On va continuer à faire nos exercices de gainage. Donc, 3 exercices aujourd'hui à faire qui vont toujours vous permettre d'avoir une bonne sangle abdominale. Alors, je sais que déjà, vous pouvez avoir des courbatures par rapport à ce qu'on a fait les fois précédentes. Mais il faut continuer, il faut persévérer dans l'effort. C'est là que vous allez avoir de très bons résultats. Premier exercice du jour, plank jack. Allez, on se met donc en position de gainage facial. On tend les jambes là, ok, et on fait des sauts comme ça. Alors, si dans cette position vous n'êtes pas à l'aise, que vous ne pouvez pas faire
les sauts, vous partez de manière unilatérale, comme ça. 1, 2, 3 et 4, d'accord? On va essayer d'en faire 22 fois. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, courage, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on souffle un peu. On respire. Vous prenez 10 à 15 secondes de repos. Et puis on repart encore sur un autre passage. Allez, 3, 2, 1. En position. Top, c'est parti. 1, 2, 3. N'oubliez pas les contractions volontaires. Allez, courage. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, le second mouvement que je vous propose aujourd'hui, c'est toujours la planche, mais cette fois-ci avec une rotation du buste. C'est-à-dire que lorsque vous avez les deux bras, les deux avant-bras au sol, il y a un des bras qui va passer sous l'autre et qui va ressortir carrément en l'air pour faire un T. Regardez. On part. Position de gainage. Ok. Le bras droit rentre sous le bras gauche et on tourne là. 1. On revient encore. 2. On fait 10 de chaque côté. Allez. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. C'est comme si vous avez 3 appuis. 6, 7. Si c'est trop difficile, vous mettez les genoux au sol. 8, 9 et 10. Super. Allez, on part directement de l'autre côté. Allez. Rosemary, un peu de courage. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le dernier, courage, et 10, super. Allez, on souffle un peu, comme d'habitude. On se prend encore 10 à 15 secondes de récupération. Ok, le temps de laisser les épaules et les bras souffler un peu. Et puis on repart encore une nouvelle fois pour cet exercice. Allez, Rosemary, un peu de courage. Chez vous aussi, soyez un peu courageux. Persévérez dans l'effort. C'est au bout de l'effort qu'il y a la récompense. Allez, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Très bon exercice pour travailler aussi vos obliques et pour affiner aussi votre taille. Allez, on part. Côté gauche. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3. Courage, Rosemary. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle encore. Le dernier exercice du jour, ce sont les gainages latéraux. Donc pour faire cet exercice, on se met sur le côté là. On tend les jambes. On monte et on redescend là. D'accord? On va en faire 15, une fois de chaque côté. Pour ceux qui peuvent faire monter comme ça, vous pliez les jambes là et on monte sur le genou. Comme ça, on descend et on remonte. Dès que le fessier se rapproche un peu du sol, ok, on remonte, on va bien travailler, je dirais, les obliques et la taille. Allez, en position donc, Rosemary, c'est bon, on peut y aller. D'accord, donc pour ceux qui ne peuvent pas le faire avec les jambes tendues, vous suivez Rosemary. Et pour ceux qui, comme moi, peuvent le faire, allez, on part. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Allez, on souffle. On part directement de l'autre côté sur le bras gauche. Allez. Le même exercice. Un peu de courage. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4,
5, 6, plus Rosemary, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5, super. Alors, c'est déjà terminé pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous serez accompagné de Coach Kadi. Très bon week-end à vous. Allez, ciao. Mais voilà, c'était le coach qui nous permettait de garder la forme et on espère que vous avez bien pris note de tous les exercices qu'on a fait depuis le début de cette semaine. On ne le dira jamais assez, le sport, c'est la santé, il nous permet, il y a tellement de bienfaits qu'on vous conseille de toujours faire du sport. Et vous le savez, hein, le sport certes, mais une alimentation saine et équilibrée aussi doit accompagner les activités physiques afin de garder toujours une très bonne santé. Et si d'ailleurs on allait voir dans les assiettes de nos différents téléspectateurs, c'est bien sûr le petit-déj. Voilà, donc vous avez la possibilité de partager avec nous aussi vos petits déjeuners, hein, comme le font nos téléspectateurs. Et ce repas-là nous vient de France. Monsieur Akadji qui partage avec nous son déjeuner. Là, on a du gaufre avec de la fraise, du chocolat. Waouh! C'est un pur régal, ça donne envie, ça donne envie, ça donne envie, ça donne envie. Et si un matin, hein, vous passiez par là, devant la maison de la RTI et que vous nous laissiez un petit déjeuner, ça ne ferait pas de mal. Voilà, pensez de temps en temps à nous, hein, pas que les images, pensez à partager aussi votre repas avec nous. On a également un autre repas, voilà, un autre repas qui nous vient toujours de France, d'Agadir, voilà, waouh! C'est la même chose, hein? C'est la même chose comme quoi aujourd'hui, vous avez décidé de manger la même chose. Là, on a des crêpes, salade de fruits, accompagnées d'un bon petit café. Ça se voit que vous connaissez les bonnes choses. Et du café de Côte d'Ivoire, comme toujours. On a d'ailleurs le meilleur café, le meilleur chocolat du monde entier ici, dans notre magnifique pays. Voilà, maintenant que vous avez partagé avec nous votre repas, on va aller sur la route pour voir un peu s'il y a possibilité pour vous de sortir maintenant ou pas. Le point route. Le point route, comme tous les jours, nous amène d'abord à Cocody, du côté, non, plutôt du côté du plateau. C'est dégagé, le soleil est déjà sorti, c'est clair, voilà, mais tout doucement, voilà, tout doucement, la route est dégagée, très clair. Et là, on part où? Nous sommes aux deux plateaux. Voilà, le soleil est déjà sorti. Ah, ça sent qu'aujourd'hui il va faire chaud, hein, parce que là, à peine 6 heures et le soleil est déjà aux zéniths. Là, nous sommes du côté du troisième pont, du côté de l'échangeur. Voilà. Les gens se réveillent difficilement. On comprend, hein. Vous suivez Matin Bonheur. Voilà. Mais n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Vous pouvez emporter cette émission partout avec votre téléphone. Voilà. Et là, au grand carrefour de Koumassi, du côté du sens de l'aéroport pour aller vers l'aéroport, c'est assez timide. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de voyages. Il n'y a pas beaucoup de sorties et on sent que peu à peu, les habitants de Koumassi sortent, hein, pour aller vaquer à leurs différentes occupations. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est clair, hein. Voilà. Voilà. Et on vous l'a dit, hein, en termes de cette émission, dimanche, c'est la fête des rameaux. Aujourd'hui, on va recevoir un curé avec qui on reviendra en long et en large sur cette fête catholique. Mais avant, nous avons un reportage qui vous parle de la fête des rameaux. Le dimanche des rameaux est l'entrée dans la semaine sainte. Alors pourquoi les rameaux? Parce qu'au moment où Jésus est rentré à Jérusalem, la dernière fois qu'il est monté à Jérusalem, eh bien les gens, pour l'acclamer, acclamer le Fils de Dieu, eh bien les gens ont enlevé des branchages, des arbres, et les ont disposés devant lui dans une tradition qui dit qu'il ne faut pas que le roi, évidemment, pose son pied par terre. On met des vêtements et on met des branchages pour le roi. Donc quand il rentre dans cette... Le dimanche des rameaux, on se remémore l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et donc on va prendre du buis. Alors pourquoi du buis? Parce que le buis c'est toujours vert. Donc c'est à la fois aussi le symbole de la résurrection, de la vie qui ne finit pas. On va bénir ces buis le jour des rameaux en se souvenant, en écoutant donc après le récit de la passion de Jésus, de son entrée à Jérusalem. Et on va donc bénir ces buis qui vont
ensuite eh bien, décorer soit les maisons, ou alors on va aller les mettre aussi, c'est une tradition qui est belle, sur les tombes de nos défunts, de nos familles, afin de bien signifier que nous croyons en la résurrection des corps. Le dimanche des Rameaux, c'est l'entrée dans la Semaine Sainte. Cette Semaine Sainte qui va nous mener jusqu'à Pâques le dimanche suivant. 2 jours évidemment particulièrement importants dans cette Semaine Sainte, le jeudi saint et le vendredi saint. Donc le jeudi saint, nous fêtons l'institution de l'Eucharistie. C'est-à-dire que nous faisons mémoire du dernier repas de Jésus. Et le vendredi saint, eh bien, on célèbre la mort de Jésus sur la croix. Donc une journée qui évidemment n'est pas très gaie, mais que nous vivons, nous les chrétiens, dans l'espérance de la résurrection. Voilà, la fête des Rameaux, donc dimanche qui précède précède la fête de Pâques, est appelée dimanche des Rameaux, ou encore la fête de la Passion. Et nous avons aujourd'hui avec nous le père Cyril Yapi, avec qui on reviendra en long et en large sur cette fête. Bonjour, mon père. Vous allez bien? Bien. Ça passe très vite, hein? Oui, c'est vrai. Il y a, comme si c'était hier, on C'est vous le 14 recevait sur ce février. plateau. Effectivement, le 14 février, on vous recevait pour parler de la fête des cendres. Oui, oui, on Du parle mercredi des des cendres. cendres. Oui, effectivement. Et déjà, on parle de la résurrection du Christ. Ok. Non, pas la résurrection du Le Christ, mais dimanche plutôt la des fête des Rameaux. Mais Rameaux. c'est la semaine prochaine déjà, Oui. la fête de Pâques. Et Donc c'est- cette semaine, c'est très décisive. Bien, voilà. Effectivement, c'est la dernière semaine qui nous prépare à la célébration de la Pâque. Donc, on peut le voir, ce sont les derniers jours de Jésus sur la terre que nous allons célébrer à travers la semaine sainte, couvre le dimanche des Rameaux. Et on sait plus ou moins que la fête des Rameaux marque l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais qu'est-ce que c'est pour les profanes, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité religieuse? Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le dimanche des Rameaux marque l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est la dernière montée de Jésus à Jérusalem qui va pour y mourir afin de nous donner la vie à nous. Voilà. Donc, le dimanche des Rameaux, c'est le dimanche de l'acclamation de Jésus, où Jésus est chanté et présenté comme le fils de David, c'est-à-dire l'héritier du trône davidique, voilà, le roi d'Israël. Voilà. Et pourquoi les rameaux? C'est parce qu'il n'y avait pas d'autres feuilles ou il y a une symbolique particulière derrière? Bon, au fait, les rameaux, c'est, on pourrait dire, c'est la manière juive d'acclamer le roi. Vous voyez, comme nous avons nos traditions ici, quand le roi sort, on a notre manière, nous, d'acclamer le roi, de porter le roi en triomphe, vous voyez, alors avec des chants et autres. Donc, c'était la manière juive d'acclamer le roi, d'acclamer la sortie du roi. En fait, c'est un peu ça. Et Jésus, il est entré au dos d'un ânon. Oui. Pourquoi ce choix? Bon, c'est pour montrer son humilité. Vous voyez, pour montrer son humilité, Jésus ne monte pas sur un cheval, il ne se fait pas transporter, mais il a décidé de monter sur un petit âne, voilà, pour montrer son humilité. Voilà. Mais ça semble un peu contradictoire, hein? Parce que là, il est monté au dos d'un ânon pour montrer son humilité, mais il a été accueilli par la foule. Voilà. Comme Jésus l'a dit dans le dimanche de la Passion, lorsqu'on lit les textes de l'Évangile, on voit bien que Jésus dit, dans sa conversation avec Pilate, il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Vous voyez, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, la façon de concevoir la royauté pour Jésus n'est pas pareille à la conception humaine. Voilà. Pour Jésus, la royauté est service. Or, dans la mentalité humaine, la royauté, bon, c'est celui-là qui vient pour écraser les autres, pour donner juste des ordres, voilà. Donc Jésus donne un autre sens à la royauté, voilà. D'accord. Mais avant de se retrouver acclamé à l'entrée de Jérusalem pour ce qui a marqué la fête de Rameaux, qu'est-ce qui s'est passé avant? Alors, ce qui se passe avant... Il a fait 40 jours dans le désert. Bon, là, ce sont vraiment des événements assez lointains, parce que Jésus, les 40 jours dans le désert, c'est avant son ministère prophétique, en fait, avant son ministère public. Donc, les rameaux, on peut voir, on peut les situer 3 ans après l'entrée au désert de Jésus. Alors, avant les rameaux, on voyait Jésus qui est, lorsqu'on prend l'évangile de Jean, qui est dans une certaine polémique, avec les pharisiens, avec les docteurs de la loi, vous voyez. Alors donc Jésus,
pour justifier, je pourrais dire, sa mission, pour accomplir cette mission, va monter à Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est le lieu du pèlerinage de tous les Juifs. Voilà. Donc chaque année, les Juifs vont à Jérusalem pour la Pâque. D'accord. Vont à Jérusalem pour la Pâque. Et Jésus, en tant que Juif, ne pouvait pas se dérober à cette obligation. Alors donc Jésus monte à Jérusalem pour la Pâque, comme tout Juif. Et cette montée-là coïncide, je pourrais pas dire, coïncide fort bien avec sa dernière entrée à Jérusalem, 3 ans après son ministère prophétique. D'accord. Voilà. Et pourquoi l'Église catholique a décidé de célébrer ce jour-là? Alors on a décidé de célébrer ce jour-là parce que le dimanche des Rameaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ouvre la Semaine Sainte. Et en fin de cette semaine, je pourrais dire, nous allons célébrer la résurrection du Christ, qui est le socle de notre foi, qui est le fondement de notre foi. Donc on ne peut pas célébrer la résurrection du Christ sans parler du dimanche des Rameaux, sans parler des derniers instants de la vie de Jésus. Et dans cette Semaine Sainte-là, après le dimanche des Rameaux, nous aurons aussi le Triduum pascal, c'est-à-dire le jeudi, le vendredi, le samedi saint, qui sont des jours assez importants pour tous les chrétiens catholiques, parce que nous entrons dans l'intimité de Jésus, nous entrons dans les derniers instants de Jésus. Voilà. Le jeudi saint déjà, nous voyons l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Le vendredi saint, nous voyons la mort de Jésus. Le samedi saint, nous avons le silence du tombeau et la vigile pascale, qui est déjà la célébration de la victoire de la mort de Jésus. D'accord. C'est vrai que vous nous avez dit, dans la tradition juive, les rois sont célébrés avec les rameaux, c'est ça? Oui. Mais pourquoi cette tradition est restée? Parce qu'après, on sait qu'à Jérusalem, il y avait beaucoup d'oliviers dans le temps. Oui. Donc on aurait pu utiliser des feuilles d'olive. Effectivement, mais c'est là-bas, resté les rameaux. Voilà, ici, pour nous, qui sommes africains... Non, on aurait pu prendre des palmiers, des feuilles de palmier aussi. Oui, ici. Ça s'utilise. Ça s'utilise. Donc, ce n'est pas spécifiquement des feuilles de rameaux qu'on achète à des prix exorbitants. Voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme vous l'avez dit, là-bas, les gens, ils ont les oliviers. Voilà, donc avec les branches d'olivier, voilà. Donc, peu importe les branches que nous avons. Voilà, mais spécifiquement, on fait rameau pour ne pas faire des autres. Voilà. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Alors, la fête des rameaux, c'est une procession. Et quelles sont les différentes étapes de cette procession? Bien. Alors, il y a 2 types de célébrations. Il y a la célébration festive, si on voit la forme solennelle, comme on le dit, et puis une célébration, une forme un peu plus sobre, pour ceux qui n'ont pas le temps de faire un circuit, une procession. Donc, la célébration des rameaux, elle commence généralement en dehors de l'église. On se retrouve en un point un peu plus éloigné de l'église. Et là-bas, on lit l'évangile. On lit l'évangile. Et lorsqu'on lit l'évangile, après, nous entamons la procession pour nous mener vers l'église, avec maintenant, cette fois-ci, avec les chants de joie, de rameaux pour acclamer Jésus qui est roi. Voilà. Et lorsqu'on entre dans l'église, on commence déjà par la prière d'ouverture directement, parce que le dimanche des rameaux, un peu différent, la célébration est un peu différente de tous les dimanches. Ah, qu'est-ce qui fait la particularité? Justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on commence la célébration en dehors de l'église. D'accord. Et puisqu'on commence la célébration en dehors de l'église, là-bas, il n'y a pas de chant de Kyrie, tout ça. Il n'y a pas de chant de Gloria, vous voyez. Alors que généralement, les dimanches ordinaires à l'église, on commence après les rites initiaux, on commence par le chant du Kyrie, le Gloria et autres. Voyez. Donc là-bas, on lit l'évangile et on entame. Sans chanson? Il y a des chansons. Oui, si, il y a des chansons. Voilà, il y a des chansons spécifiques pour les rameaux. Voilà. Et lorsqu'on finit, maintenant, on entame la procession avec les chants, souvent la fanfare et tout ça, on danse. Et lorsqu'on entre à l'église, on ne répond plus de signe de croix, mais on commence par la prière d'ouverture. Je vous dis que la messe a commencé depuis dehors, voilà. Avant la procession, la messe a déjà commencé. Nous sommes déjà dans la messe. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, donc c'est un peu différent. Et l'évangile, ce jour-là, est un peu plus long. D'accord. Avant de parler de l'évangile, est-ce qu'il y a un kilométrage particulier? C'est-à-dire, en fonction de l'Église catholique a calibré 30 km, 40 km? Non. Il n'y a pas de kilométrage. Il n'y a pas de kilomètre particulier à la chose. Donc, c'est en fonction du circuit que le peuple de Dieu veut faire. Et on s'impose cela soir-là. Non, mais si moi je fais 40 km et que les autres ont fait 2 km, est-ce que je ne serai pas plus béni qu'eux? Non, c'est la ferveur qui compte au fait. C'est la ferveur qui compte. C'est la ferveur qui compte en effet.
Voilà. D'accord. Et l'heure, il y a une heure particulière? Bon, généralement, il y a plusieurs célébrations. Ça dépend au fait du nombre des chrétiens. Voilà. Il y a souvent la célébration de 7 heures, d'autres même à 6h30. Et il y a souvent aussi des grandes célébrations à 10 heures. Mais en fonction des heures de messe, il y a des processions. Oui, Mais il y a une souvent. seule procession pour une paroisse. Bon, pas toutes les paroisses, parce qu'il y a des paroisses qui font plusieurs processions. Ah. Il y a des paroisses qui font plusieurs processions. Il y a des paroisses qui font seulement une seule procession. Voilà, afin de rassembler tout le monde, voilà, ce jour-là. Donc, c'est un peu différent de paroisse à paroisse. D'accord. Alors, on va revenir sur les textes liturgiques, mais ça sera avant le journal télévisé. Donc, Hamza Diaby est avec nous. Il sera là dans quelques instants pour faire le tour de l'actualité avec lui. Mais avant, on a dit, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la météorologie. Donc, on saura à travers la météo, le temps qu'il fait, s'il va faire beau, s'il va pleuvoir, ou voilà, le temps qu'il fera. Ce sera à travers la météo. La météo? Non? Bah bon, en attendant la météo, mon père, vous êtes avec nous. Oui. Et avec vous, on a tellement de choses à connaître aujourd'hui, à découvrir, à redécouvrir. Il y a beaucoup de mythes autour de la fête de Rameau. Parce qu'on se rend compte qu'après la fête de Rameau, il y en a qui utilisent leurs différentes feuilles pour les attacher devant leur maison, pour en faire. Il y en a même qui les rendent ensemble pour les utiliser à des fins protectrices. Est-ce que c'est culturel ou est-ce que c'est vrai? Est-ce un mythe ou c'est une réalité d'utiliser les feuilles de rameau pour se protéger contre les mauvaises ondes? Bien, alors ça, je pense que c'est un peu la pensée populaire, quoi. Sinon, les feuilles, les rameaux, lorsqu'on a fini de les utiliser le jour du dimanche, les rameaux qu'on les a bénis, on les garde. On les garde. Et ce sont ces rameaux qu'on utilise le jour des mercredis des cendres. Ce sont ces rameaux qu'on brûle le mercredi des cendres pour entrer en carême. D'accord. Voilà. Donc ces rameaux, normalement, on les garde. Et lorsque le temps de carême approche, on les ressort, on les amène à la paroisse et on les brûle à la paroisse pour les cendres. Voilà. C'est un peu ça le cycle de tout rameau. Voilà. Bon, on peut les brûler si à la maison, vous les ramenez à la paroisse? Non, c'est préférable de les donner à la paroisse et puis à la paroisse, on les brûle. Voilà. C'est ça. D'accord, c'est bien compris. Donc avec vous, on reviendra Oui. sur les différentes étapes afin d'atteindre la fête de Pâques. Vous de l'avez souci. déjà dit, il y a le triduum pascal, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et samedi. Pourquoi samedi? Oui, bon, samedi, c'est le dernier jour du triduum, au fait. Parce que dimanche, la fête de la Pâque, même en tant que c'est le dimanche. Mais déjà, le samedi, il y a le silence du tombeau. Le jeudi est spécifique, le vendredi est spécifique, le samedi aussi est spécifique. Mais à l'intérieur de ce samedi, il y a deux étapes. Le samedi le matin et puis le samedi après-midi. Voilà. On va y revenir. Effectivement. Dans tous les détails, vous nous direz comment on doit se comporter, ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger, ce qu'on doit porter, ce qu'on ne doit pas porter. Mais bon, il est là, Hamza Diaby, avec qui on parlera de l'actualité nationale et internationale, mais avant, la météo. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Très tôt ce matin, on observera un ciel partiellement nuageux dans les régions du nord. Le centre connaîtra quelques pluies résiduelles en laissant progressivement place à un ciel partiellement couvert. Dans les régions du sud, on pourra s'attendre à un ciel partiellement nuageux avec des risques de pluie localisés sur les régions du littoral. Les températures pour la matinée, on notera 27 degrés à Abidjan et ça sera la maximale. 26 degrés seront enregistrés à Diaké, 23 degrés à Bondoukou, 24 degrés dans le Gouéké à Boaké ainsi qu'à Daloa, 25 degrés à Dambokro, 24 degrés à Gagnoa. Il fera 25 degrés dans le Poro à Korogo, 22 degrés de minimal à Mans, 24 degrés à Odiéné, 25 degrés à San Pedro, comme à Sassandra, 24 degrés à Tabou, comme à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, au cours de cette période, les régions allant du sud à la bande centrale connaîtront la formation de denses nuages convectifs. Cette situation pourrait occasionner des précipitations et des orages au milieu ou en fin de période. Ailleurs, le temps sera relativement ensoleillé et partiellement nuageux.
Les températures pour l'après-midi, on notera 31 degrés à Abidjan, 32 degrés à Diaké, 35 degrés dans le Gontougo à Bondoukou, 33 degrés dans le Gbeke à Boaké, 33 degrés à Daloa, 35 degrés à Dambokro, 33 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 33 degrés à Mans. Il fera 36 degrés, ça sera la maximale à Odiéné, 31 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra, 30 degrés de minimal à Tabou, enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Hier, l'on a célébré la journée mondiale de l'eau et à cette occasion, le partenariat national de l'eau de Côte d'Ivoire a organisé une rencontre avec les acteurs de l'eau et l'intérêt de cette rencontre était d'attirer l'attention sur l'importance de l'eau et de promouvoir la gestion durable des ressources en eau. On en parle avec Grace Kando. En Côte d'Ivoire, on dénombre plus de 570 ouvrages de retenue d'eau réalisés en faveur de l'agriculture, de l'élevage et de la production d'énergie. Dans le secteur de l'hydraulique humaine, les investissements ont permis d'atteindre les taux de couverture de 67% en milieu urbain et moins de 60% en milieu rural, selon le partenariat national de l'eau de Côte d'Ivoire. Malgré ces efforts, le problème d'une gestion équitable des ressources en eau demeure. Des efforts sont faits au niveau de certaines structures telles que la SODECI ou de l'ONEP, mais force est de constater que malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas de l'eau dans leur robinet et ils sont obligés d'aller dans les puits. Le document de politique nationale de l'eau n'est pas validé. Le plan national d'action stratégique, le plan national d'action pour la gestion intégrée de l'eau à Côte d'Ivoire n'est pas non plus validé et que sur ces plans-là, au niveau des eaux souterraines, il y a beaucoup de problèmes qui se posent en ce moment, tant du point de vue qualitatif que quantitatif, et qu'il y a lieu de prendre des mesures idoines pour permettre aux différents acteurs de disposer de l'eau en permanence sur toute la période de l'année. À l'occasion de cette journée dédiée à l'eau, le partenariat national de l'eau de Côte d'Ivoire initie une rencontre avec les parties prenantes. Objectif, promouvoir la gestion durable des ressources en eau douce. Il nous faut une station d'épuration afin de récupérer l'eau pluviale et l'eau usée, mais recyclée comme on le fait dans les pays développés, de manière à ce que la nappe se repose. Des solutions pour l'eau basées sur la nature et quelle stratégie pour une gestion rationnelle des ressources en eau, des thématiques débattues entre autres au cours de cette rencontre. Reportage signé Grace Kando à l'occasion donc de cette 26e journée de l'eau qui s'est déroulée autour du thème « Solutions pour l'eau basée sur la nature ». Le gouvernement ivoirien invite les populations à une prise de conscience collective pour une gestion efficace, rationnelle et durable de l'eau. La Côte d'Ivoire dispose de 77 milliards de mètres cubes d'eau mobilisables par an pour la consommation et les autres usages avec d'importantes quantités d'eau atmosphérique et des eaux de surface. Le reportage de Francis Boifo nous fera la cartographie dans l'une de nos prochaines éditions.
Levier de développement économique par la promotion de l'entrepreneuriat, les institutions de microfinance n'ont pas toujours réussi à jouer ce rôle auprès des ménages. Entre méfiance, abus de confiance et faillite, les microfinances sont à la recherche d'une nouvelle crédibilité. Aujourd'hui, la part de marché est seulement de 6%. Mais grâce aux mesures d'assainissement engagées par le gouvernement, le secteur gagne de plus en plus en dynamisme. En 2017, ce sont plus de 250 milliards de francs CFA de crédit qui ont été accordés aux clients par les microfinances. Les fermetures liées au mauvais comportement des promoteurs et les problèmes de gouvernance sont en passe d'être maîtrisés. État des lieux donc d'un secteur qui comptera demain. Lanciné Bakayoko nous fait le point. Patrick, jeune travailleur, fait parallèlement de petites affaires. Ce matin, il a rendez-vous dans cette agence de microfinance située à Cocody. Après les formalités d'usage à l'entrée de l'édifice, il s'adresse à l'accueil. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, je vais bien chez vous. Ok, je venais vous voir ce matin pour une opération. D'accord. Vous faites quelle opération? Bon, c'est à la caisse. À la caisse. D'accord. Vous allez à la caisse 2. C'est juste là. La caisse 2. Merci. Voilà donc Patrick au guichet. Voilà, je voudrais faire un retrait pour mes projets. Cette somme qu'il vient d'encaisser va lui permettre de développer son activité. Nous avons difficilement accès au crédit avec les banques classiques. Voilà, avec les microfinances, c'est plus facile. Le microcrédit, c'est avant tout l'opportunité pour des ménages modestes, habituellement exclus du système bancaire traditionnel, de bénéficier de prêts de faible montant, leur permettant de créer et de financer leur activité génératrice de revenus. Ces ménages modestes, prêts à solliciter les services de la microfinance, se comptent parmi les travailleurs du privé, de l'informel et même au sein des fonctionnaires. Mais les femmes sont les premières bénéficiaires. Pourtant, aider vendeuse d'Atieke à Dabou n'a pas le cœur à solliciter ce prêt. Je ne suis jamais allée dans une usine microfinancière. Donc, je cherche quelqu'un pour m'aider. En réalité, aider à un mauvais souvenir de la microfinance par le passé, elle a été grugée par des promoteurs véreux. Quand je vendais à Yopougon, j'ai mis mon argent là-bas, je n'ai pas pu reçu pendant la crise. C'est resté comme ça. La crainte d'aider est d'autant justifiée que beaucoup de clients des institutions de microfinance ont fait les frais de l'irresponsabilité de certains promoteurs qui ont pris la fuite après avoir baissé le rideau. Mais la série de réformes entreprises depuis 2012 a permis d'assainir le secteur avec la fermeture de nombreuses sociétés, 136 au total. Hélène Dolo, directrice de la microfinance au niveau de l'administration du Trésor public, a participé aux réformes. Pour faire de la microfinance, il faut avoir une autorisation. Et l'autorisation est donnée lorsque vous avez montré votre capacité à gérer adéquatement les dépôts des populations et également à leur faire des crédits dans des conditions vraiment satisfaisantes. Donc la première phase de l'assainissement a consisté à fermer vraiment les institutions qui n'avaient pas d'autorisation. À ce jour, seulement 53 microfinances sont autorisées à exercer sur l'ensemble du pays. Toutes ces institutions-là, on peut l'affirmer, offrent dans des conditions de sécurité optimales des services d'épargne, de crédit et d'autres services de monétique aux populations qui n'ont pas accès aux banques. Georges Kwasi, lui, est le responsable d'une structure de microfinance. Pour accroître l'attractivité de son entreprise, il a mis en place un éventail de services financiers allant de la fourniture de micro-prêts pour l'appui d'une activité productive ou de l'auto-emploi, au régime d'épargne au bénéfice d'acteurs économiques comme aidés. Ce qu'on appelle le e-banking, les transferts d'argent, tous ces produits-là, les institutions les ont. Nous allons en débattre et voir quels sont les défis à relever pour l'avenir de la microfinance dans cette digitalisation de notre métier. Et enfin, la microfinance, et encore, c'est plus inclusif, et la finance rurale. Quelques conseils tout de même à tous ceux qui veulent contracter un micro-prêt. Il faut que les Ivoiriens sachent que quand quelqu'un va vers eux pour parler d'argent, il faut leur poser la question de savoir, avez-vous
l'agrément de l'État pour en parler. Est-ce que si aujourd'hui mon argent est chez vous et qu'il disparaît, est-ce que je peux aller voir les autorités pour me plaindre, pour me faire rembourser au taux que la loi permet de rembourser? L'autre fait marquant du secteur est la restructuration de l'Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit, UNACOPEC, le plus vaste réseau de microfinances qui détient environ 63% de parts du marché. Je pense que c'est l'une des institutions qui a la meilleure représentation sur le territoire national, avec plus de 130 caisses dans les localités les plus reculées, d'où la nécessité pour l'État de l'accompagner pour continuer à offrir dans des conditions optimales les services aux populations ou dans les localités où il n'y a pas de banque, il n'y a pas la poste non plus pour offrir ces services financiers. Résultat de tous ces efforts, l'arrivée de nouveaux acteurs, en l'occurrence des firmes internationales, et un regain de dynamisme en phase avec l'embellie économique de ces dernières années. Quant au portefeuille client, il s'élève à 1 447 258 pour un taux de pénétration d'environ 26%. Désiré Tanoé, directeur exécutif de la fêtière des systèmes financiers décentralisés, ne cache pas son enthousiasme. Le secteur est d'une façon générale en pleine évolution, surtout avec l'arrivée des Greenfield, mais également des structures nationales qui innovent en matière d'offres de produits et de services à leur clientèle. Au 30 septembre 2017, les dépôts au niveau de la microfinance s'élevaient à 250 milliards de francs CFA pour 250,3 milliards de crédits accordés. Reportage signé Lanciné Bakayoko. L'actualité internationale pour refermer ce journal. L'ONU a confirmé mardi dernier avoir reçu de nouvelles plaintes concernant des soldats sud-africains et sont accusés d'avoir perpétré des actes de violence et d'abus sexuels sur des civils dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu entre 2014 et 2016. Selon le porte-parole de l'ONU, il s'agit de 5 nouveaux cas impliquant une fois de plus des soldats sud-africains qui vont être soumis à un test de paternité. Les victimes sont 4 femmes et une mineure. L'Afrique du Sud a aussitôt réagi, rejetant les suggestions selon lesquelles elle n'aurait pas ouvert d'enquête sur les différents cas révélés le mois dernier. Selon un porte-parole de l'armée sud-africaine, une équipe est actuellement sur le terrain et a pour mandat d'enquêter sur ces différents scandales. Et puis pour terminer, le conseiller à la sécurité nationale, le général McMaster, est remplacé par John Bolton, issu de l'aile conservatrice du Parti républicain. Nous sommes aux États-Unis, fervent partisan donc du recours à la force sur la scène internationale. Cette annonce intervient 10 jours après le limogeage brutal du secrétaire d'État Rex Tillerson. Sa nomination a suscité la consternation, voire de vives inquiétudes dans le camp démocrate. La position de conseiller à la sécurité nationale est un poste clé à la Maison-Blanche qui ne requiert aucune confirmation par le Sénat. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur notre chaîne. Merci Hamza. Merci Inès. On vous retrouvera à travers les différents pans de l'actualité tout à l'heure sur ce canal. Bien 10h, 13h. 13h également. Super. Allez, et bon week-end à vous. Merci beaucoup. Merci. Super. Alors nous sommes toujours avec le père Yapi, avec qui on parle de la fête de Rameau. Mais avant, vous n'êtes pas sans savoir, si vous êtes en Côte d'Ivoire, que de plus en plus, on a l'impression que le soleil se rapproche de notre magnifique pays. Eh bien non, ce sont les effets du réchauffement climatique. Et lorsqu'on parle de réchauffement climatique, on parle de l'augmentation des températures liées à l'activité industrielle ou notamment à l'effet des serres et les conséquences en vidéo avant de continuer notre causerie. L'effet de serre est un phénomène uniquement naturel. L'atmosphère terrestre est une enveloppe de gaz qui absorbe le rayonnement infrarouge de la Terre et emmagasine la chaleur. Sans ce bouclier naturel, appelé effet de serre, la température avoisinerait les moins 18 degrés et la vie ne serait probablement pas possible. Mais ce processus naturel a été déstabilisé par les concentrations dans l'atmosphère de 3 gaz à effet de serre, notamment dioxyde de carbone, méthane et protoxyde d'azote, qui ont atteint des niveaux records en 800 000 ans.
En 130 ans, la température moyenne à la surface de la planète a gagné 0,85 degrés Celsius. Le niveau actuel des émissions conduit la planète vers une hausse de 4 degrés d'ici 2100. Pour les climatologues, les activités humaines en sont les principales responsables. Avec les combustibles fossiles, les émissions cumulées de CO2 ont atteint plus de 2000 milliards de tonnes depuis la première révolution industrielle de 1750. L'agriculture intensive, le méthane qu'elle génère, est responsable de 10 à 12% des émissions de gaz à effet de serre, les ruminants à eux seuls y contribuant à près de 40%, et la déforestation qui détruit la végétation, qui elle-même absorbe le CO2. Les impacts récents du changement climatique sont déjà visibles sur tous les continents, sur les systèmes humains et naturels, avec une multiplication de phénomènes extrêmes tels que l'aggravation des sécheresses, les inondations, l'élévation du niveau de la mer due à la fonte des glaciers et à l'expansion thermique de l'eau, l'acidification des océans, la disparition de certaines espèces, animales ou végétales. Les conséquences du réchauffement climatique seront dévastatrices et irréversibles s'ils n'étaient pas rapidement contrôlés, ne cessent de rappeler les climatologues de l'ONU. Mais voilà, c'était un élément qui nous parlait des effets néfastes du réchauffement climatique et ça va se sentir lors de la procession de la fête de Pâques. Le soleil sera au zénith, mais ça ne va pas empêcher les chrétiens catholiques d'honorer cette tradition pascale. Mais avant de parler de la fête de Pâques, aujourd'hui on parle de la fête de Rameaux. C'est ça. Et on a vu les différentes étapes et quand on finit la fête de Rameaux, on entre dans le Triduum pascal. Bien, alors comme je l'ai dit, le dimanche des Rameaux ouvre la Semaine Sainte. Et à l'intérieur de cette Semaine Sainte, là, nous allons vivre, disons, jour après jour, les derniers événements de la vie de Jésus. Et au cours de la Semaine Sainte, nous avons le Triduum pascal. Avant de parler du Triduum pascal, oui. Il y a déjà le lundi, lundi il y a le mardi, saint, le mercredi. saint. Qu'est-ce qu'on fait ces 3 jours-là? Bien, alors le lundi, mardi, mercredi, les choses sont assez sobres, on pourrait le dire. C'est un peu, on nous replonge un peu dans l'ambiance du dimanche des Rameaux. C'est à peu près les mêmes tests, les dimanches des Rameaux qui reviennent. Voilà. Et les tests de la première lecture au cours des messes nous rappellent toujours les événements de la Passion. On parle un peu de la Passion annoncée déjà par les prophètes. Voilà. On nous donne un peu les écrits des prophètes sur les derniers événements de la vie de Jésus. Et à partir du Triduum pascal, le jeudi, nous avons de façon spécifique, voilà, ce qu'on appelle la messe chrismale et la messe de la Sainte Seine du Seigneur. Et la messe chrismale, c'est une messe où on célèbre, je pourrais dire, on célèbre le sacerdoce. On célèbre le sacerdoce. À quelle heure? Bon, généralement, on les fait le matin. La messe chrismale, c'est généralement le matin. À 6 heures? Non, bon, généralement, ça dépend des diocèses. On fixe généralement l'heure à partir de 9 heures, de sorte à permettre à tous les prêtres d'être là. Voilà. Donc, la messe chrismale, c'est une messe où les prêtres célèbrent, on pourrait dire, le sacerdoce, et on profite de cette messe-là pour bénir les huiles saintes. Voilà. Et si les particuliers, les paroissiens veulent participer? Effectivement, les paroissiens sont invités. Voilà. Ils peuvent venir à la messe chrismale aussi. D'accord. Voilà. Et le soir, généralement, on fait la messe de la Sainte Seine. La messe de la Sainte Seine, où on célèbre l'institution de l'Eucharistie et le lavement des pieds. Voilà. L'institution de l'Eucharistie et le lavement des pieds. Et dans cette institution de l'Eucharistie-là, on voit Jésus, voilà, au cours de la scène qui donne son corps en nourriture. Voilà. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Voilà. Et au cours de cette célébration-là, nous avons, si on veut voir, une petite procession qu'on fait au reposoir à la fin de la célébration du jeudi saint. On fait une petite procession au reposoir où on va déposer les saintes hosties dans un reposoir où le corps... C'est quoi un reposoir? Un reposoir, c'est, je pourrais dire, c'est une sorte de petite maison où on dépose la communion. La communion. Qu'on va parce que communément dans les églises catholiques. Voilà, on dépose la communion qui va servir pour le vendredi saint. Puisque le vendredi saint, il n'y a pas de messe. Voilà, le vendredi saint, il n'y a pas de messe. Donc le jeudi saint, on va utiliser on va prendre ces saintes hosties là, on va les déposer dans le reposoir afin que le peuple aille adorer
Jésus, aille tenir compagnie à Jésus qui va être arrêté le soir du jeudi saint. Voilà, parce que c'est le jeudi saint que Jésus a été arrêté. Et c'est, disons, le jeudi saint, il va entrer déjà dans ce calvaire qui va vivre, dans cette passion. Voilà, où il sera interrogé, où il sera maltraité, où il sera torturé. Voilà. Donc, pour tenir compagnie à Jésus, pour ne pas laisser Jésus seul dans cette solitude-là de la prison, alors nous allons adorer Jésus, voilà, au reposoir. Non plus dans le tabernacle, parce que le tabernacle sera vide. Jésus n'est plus là. Voilà, il est en prison. En prison, voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre celui qui a fait les 40 jours de jeûne et celui qui décide d'entamer son jeûne dès le premier jour de la semaine sainte, c'est-à-dire lundi? Bien, il faut dire qu'il y a une différence. Hein. Il y a une différence, vous voyez, quelqu'un qui a fait les 40 jours et quelqu'un qui prend juste quelques jours. Bon, il y a une différence sur le temps. Mais ce qui est important, c'est la ferveur avec laquelle on vit chaque événement. C'est avec la ferveur. Et la semaine sainte, je pourrais dire, c'est le sommet de tout ce que nous avons fait durant ces 40 jours-là. C'est le sommet. Donc, on ne peut pas vivre les 40 jours et puis laisser passer de côté la semaine sainte. Ça serait vraiment entrer dans l'erreur. Donc, la semaine sainte doit être vécue avec beaucoup de ferveur par chaque chrétien catholique. Voilà. Parce que c'est la semaine décisive, la semaine ultime, où on doit davantage faire parler notre foi, où on doit faire parler notre proximité avec Jésus. Voilà. Et comment se passe cette dernière semaine, le jeûne de cette dernière semaine? Il y en a qui décident de manger très peu au cours de la journée, voilà. Et pendant les 40 jours, pendant les 40 jours, voilà, c'est vrai que c'est déjà beaucoup de jours qui sont passés. Et pour les jours à venir, ceux qui décident de manger très peu, il y en a qui ont décidé de manger très peu, il y en a qui ont décidé de prendre que des fruits et légumes, il y en a qui ont décidé de manger très tôt. Bien. Voilà. Alors, il faut dire que... Il y en a qui ont décidé de ne pas manger du tout. Voilà. Alors, il faut dire que pour les chrétiens catholiques, il y a 2 jours de jeûne obligatoires. Le mercredi des Cendres et le vendredi saint. Obligatoire pour quoi? Pour l'Église ou pour obtenir certaines bénédictions? Oui, parce qu'on estime que ce sont 2 jours assez importants. 2 jours assez importants où les chrétiens doivent jeûner. Parce que le mercredi des Cendres, on entre dans le carême et le vendredi saint, c'est le jour de la mort de Jésus. Voilà, le jour de la mort de Jésus. Donc ces 2 jours-là sont des 2 jours un peu, je pourrais dire, choisis par l'Église de façon chose, pour dire que là, les chrétiens, il faudrait qu'on marque une pause. Mais on veut faire comme Jésus. Nous sommes des chrétiens, des petits Christ. Voilà. Est-ce que c'est ce que Jésus a fait? Ok, donc pour cette semaine sainte, il est recommandé de jeûner. Il est recommandé de jeûner. Mais on ne fait pas obligation. On ne fait pas obligation aux chrétiens pour dire, bon, si tu ne jeûnes pas, voilà ce qui va t'arriver. Non. Mais de façon spécifique, il y a 2 jours de jeûne qui sont obligatoires pour tous les chrétiens en bonne santé, voilà, qui doivent se prêter vraiment à cet exercice spirituel-là, qui est le jeûne. Voilà. Donc, sinon, la semaine sainte, c'est recommandé de jeûner. Voilà. Le lundi saint, on peut jeûner. Le mardi saint, on peut jeûner. Le mercredi, le jeudi, le vendredi, voilà. Le samedi saint, on peut jeûner. D'accord, on va parler de la messe. De la messe de ce dimanche, dimanche des rameaux. Donc, on finit la procession, on entre dans l'église. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons la première lecture qui est généralement... On a déjà les tests liturgiques? Oui, les tests liturgiques sont élaborés depuis. Bon, c'est vrai que je ne l'ai pas sous les yeux ici, mais c'est déjà élaboré. Alors donc, la première lecture, généralement, nous parle du serviteur souffrant en Isaïe. On lit les textes du prophète Isaïe qui déjà annonçait la passion du Christ. Donc, on lit déjà le texte d'Isaïe et on lit un deuxième texte tiré du Nouveau Testament aussi, qui explique aussi un peu les événements de la Passion. Et maintenant, on lit l'évangile de la Passion. Et cet évangile-là, cette lecture-là se fait d'une façon un peu particulière. Ce n'est pas comme à l'accoutumée. À l'accoutumée, lorsqu'on lit l'évangile, on a la salutation, on a l'encensement, on a les luminaires avec les cierges. Mais ce jour-là, la lecture de l'évangile se fait de façon sobre. Et c'est une lecture, disons, un peu
dialoguer. Voilà, parce qu'il y a... Entre qui et qui? Bon, il y a le prêtre et puis il y a des lecteurs. Voilà, des lecteurs qui font... Il y a l'un qui fait la narration, qui fait un peu... Qui fait la narration, et un autre qui joue le rôle des personnages qui interviennent dans les lectures. Mais pourquoi ce choix? Bon, pour faire un peu vivre un peu de façon différente un peu les événements. Parce que bon, le texte est assez long. Les textes sont assez longs. Donc pour une seule personne lire cela, ça devient un peu pesant. Voilà, donc l'Église a voulu changer les agrémenter les choses un peu. Donc il y a le prêtre qui lit un peu les parties de Jésus où Jésus intervient. Et puis bon, ça fait une petite lecture un peu dialoguée. Ça change un peu les choses. Ensuite. Voilà. Et ensuite, bon, il y a le recueillement aussi. Oui, effectivement, au cours de l'Évangile, il y a le recueillement. À certains moments de la lecture de l'Évangile, il y a des césures. Il y a des moments où la chorale chante. Il y a des moments où on se met à genoux. Il y a des moments où on se met à genoux, principalement à l'endroit où on lit que Jésus est mort. Là, on se met tous à genoux. Pendant un bon bout de temps, on se recueille, on se relève, et puis on continue encore la lecture. Et lorsqu'on finit la lecture, il n'y a pas d'acclamation. Généralement, quand on finit la lecture de l'Évangile, on dit « acclamons la parole de Dieu ». Et le peuple de Dieu répond « louange à toi, Seigneur Jésus ». Mais cette fois-ci, lorsqu'on finit, bon, silence. Et puis, nous sommes dans le recueil. Pour montrer un peu que déjà, ce que nous allons vivre le vendredi saint, on le vit déjà dans le dimanche des rameaux, au dimanche de la Passion. Et on partage la souffrance de Jésus. Voilà déjà. Au fait, le dimanche des rameaux donne en substance tout ce que nous allons voir durant la Semaine Sainte. Voilà. Parce que dans le dimanche des rameaux, on parle déjà de l'institution de l'Eucharistie, on parle de l'entrée de Jésus à Jérusalem, l'institution de l'Eucharistie, on parle aussi de la mort de Jésus. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons déployer durant la Semaine Sainte. Voilà. Et en même temps, le dimanche des rameaux, c'est la journée internationale mondiale de la jeunesse. Est-ce que les jeunes sont célébrés dans les diocèses ce jour-là? Effectivement, les jeunes sont célébrés. Et déjà, pour vous m'emboîter le pas, pour dire que dans l'année prochaine, il y aura le synode pour la jeunesse. Et le pape a déjà convoqué les différents acteurs. On a commencé le pré-synode, où les questionnaires ont été envoyés à toute la jeunesse du monde. Et les jeunes ont répondu, sont en train de répondre aux différents questionnaires. Et nous allons travailler sur ces questionnaires-là dans les mois qui suivent afin de bien préparer ce synode-là qui va prendre un peu les aspirations des jeunes et autres. Voilà. Et la toute dernière, quelle est l'ambiance dans les églises? L'ambiance est au recueillement, où les jeunes se recueillent ou ils sont dans la joie? Bien, alors, l'ambiance est d'abord au recueillement parce qu'on se prépare tout doucement à entrer dans cette célébration du dimanche des rameaux. Mais il y a une certaine ferveur aussi, un certain enthousiasme parce que le dimanche des rameaux, je pourrais dire c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. Parce qu'il y a un moment de joie. Un côté festif, un côté festif et puis un côté vraiment un peu de recueillement, de tristesse aussi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, mon père. Merci beaucoup. Excellente fête de rameaux à vous. Merci. Et rendez-vous, pourquoi pas, vendredi prochain pour parler de Pâques. Ouais. Merci. Allez, vous êtes toujours en direct sur votre émission, votre canal RTI1. L'émission, c'est Matin Bonheur. Et on va passer à l'avant-dernière phase de cette émission. C'est bien sûr la capsule astuces et conseils qui aujourd'hui vous donne une astuce afin de vous débarrasser des taches de café qui s'incrustent sur vos vêtements. Les taches de café peuvent laisser des traces noires sur votre vêtement. Plus elles sont anciennes, plus elles sont résistantes. Découvrez avec nous quelques astuces pour en venir à bout sans abîmer votre vêtement. Astuce 1. Saupoudrer la tache de sel fin. Attendez 15 minutes et passez au lavage. Regardez, la tache a disparu.
Astuce 2. Appliquez de la mousse à raser sur la tache et lavez votre vêtement. Voilà, plus aucune tache. Astuce 3. Mettez de la glycérine sur la tache, puis frottez tout doucement et passez au lavage. La tache de café a disparu de votre vêtement. Facile et pratique comme astuce. Le directeur général de l'École normale supérieure d'Abidjan, ENS, communique. Les concours directs d'entrée à l'École normale supérieure d'Abidjan, ENS, au titre de l'année 2018, sont ouverts dans les emplois suivants. Éducateurs, professeurs de collège, professeurs de lycée. Les préinscriptions se font en ligne sur le site internet www.ensabidjan.ci et prennent fin le 30 mars 2018 délai de rigueur. Infoline 22 44 42 32 40 00 76 14 ou se rendre au service des examens et concours de l'ENS Abidjan Cocody. Journée mondiale de l'eau, le partenariat national de l'eau de Côte d'Ivoire, PNECI, dont la mission est de faire la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau GIR, en collaboration avec le ministère des Eaux et Forêts et l'ensemble de ses partenaires, organise une journée d'échange des acteurs de l'eau sur les solutions de l'eau basées sur la nature, thème de la Journée mondiale de l'eau 2018, le jeudi 22 mars 2018 à la résidence Maya Rivera Bonouma. J'ai constaté que notre quartier est très sale. Nous sommes entourés de flaques d'eau et d'ordures qui constituent un véritable nid de moustiques. Or, ce sont les moustiques qui donnent le paludisme. Ah, Prési, c'est le gaba qu'on mange tous les jours, c'est ce qui donne le paludisme. Depuis quelques jours, je ne me sens pas bien. Mon corps ne fait que chauffer. Je pensais que c'était à cause du soleil. Le paludisme est causé par les piqûres de moustiques. C'est pourquoi je demande à ce qu'on nettoie régulièrement notre quartier et qu'on dorme sur les moustiquaires imprégnés qui nous ont été distribués gratuitement. Pour ceux qui ne savent pas comment on utilise la moustiquaire imprégnée, il faut la sortir du sachet, la garder à l'ombre pendant un jour et l'installer le lendemain. Ce sont des petits gestes très simples qui nous aident à lutter contre les piqûres de moustiques qui donnent le paludisme. Assainir son environnement et dormir sous une moustiquaire imprégnée protège efficacement contre les piqûres des moustiques et le paludisme. Voilà, de retour pour la toute dernière partie de votre émission. On parlera de l'héritage que nous a laissé Aimé Césaire, on l'a dit. Hein. C'est un poète, dramaturge, essayiste et homme politique martiniquais. Il est mort, certes, le 17 avril 2008 au CHUR de Fort-de-France, mais aujourd'hui, nous avons un spécialiste, quelqu'un qui l'a côtoyé, qui le connaît, on va dire, qui connaît sa vie publique et également sa vie privée. Il est avec nous. Avec lui, on parlera de l'héritage que nous a laissé ce grand homme, hein, le père de la négritude. Voilà. Mais avant, on va poser le postulat avant de retrouver Serge Billet qui est avec nous pour parler de Aimé Césaire. Aimé Fernand David Césaire, poète, dramaturge et homme politique martiniquais, est mort en avril 2008. Il avait 94 ans. 10 ans après sa disparition, Césaire fait toujours parler de lui à travers son génie littéraire qui paraît aujourd'hui incontesté. Mais qu'en est-il de sa pensée et de son action politique? Quel héritage le père de la négritude laisse-t-il au monde? Nous parlons de ce illustre homme ce matin parce qu'il a jeté les bases du réveil de l'Afrique en parlant de la négritude. Il faut dire que Aimé Césaire, ensemble avec Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran Damas, ont milité pour la réhabilitation de l'Afrique. Mais aujourd'hui, quand nous observons notre société, qu'est-ce que nous pouvons dire de cette lutte ardue que nos émérites écrivains ont menée? Il faut dire que l'Afrique, de plus en plus, est en train de perdre sa culture. Car nous essayons de copier le modernisme et nous rejetons notre culture. Il serait bon que l'Afrique se réveille et qu'elle s'y mette pour s'attacher à sa culture, pour un réveil effectif de sa culture, comme l'ont fait Léon Gontran Damas, Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire.
Homme de lettres, poète et écrivain, mais aussi homme politique, Aimé Césaire a marqué la conscience des peuples africains et des peuples noirs dans le monde. Malgré tout, l'héritage laissé aux jeunes générations reste mitigé. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de négritude sans parler de ces jumeaux-là que sont Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire. Il faut dire qu'aujourd'hui, la négritude s'est ressentie un peu dans les écrits d'Amadou Kourouma, dans les écrits de Bernard Bédadier. Mais notre jeune génération d'aujourd'hui n'a pas encore pris conscience véritablement de cette valeur-là, de ce poids qu'ils nous ont donné, de cet héritage qu'ils nous ont transmis. C'est vrai que certains écrivains comme Serge Billet sont dans cette logique, sont dans cette mouvance, mais il faudrait que la jeune génération d'aujourd'hui accepte ce principe de négritude, accepte ce principe des origines, être fier de ses origines. Aujourd'hui, on se plaint que nos jeunes frères sont vendus dans des pays en Libye et tout, mais c'est justement parce qu'ils ne sont pas fiers de ce qu'ils ont. La négritude, ce n'est pas seulement proclamer qu'on a un teint noir, mais la négritude, c'est aussi s'assumer. C'est assumer ses racines, assumer ses valeurs. On a aussi le principe, on en parlait souvent, de la dépigmentation. Mais toutes ces valeurs que Senghor et Césaire nous ont procurées, on ne les retrouve plus aujourd'hui. Parce que notre jeune génération veut changer d'identité, veut changer de couleur. Césaire le dit dans un de ses écrits, le sang, on a le même sang. Le sang, il est pareil, on a le même sang rouge qui coule dans nos veines. Mais après, ce qui reste à l'Africain, c'est sa racine, c'est ses valeurs, c'est sa culture, c'est sa tradition. Anticolonialiste sans concession, Aimé Césaire reste universel de par ses œuvres. Des écrits qui s'estompent petit à petit dans l'esprit des générations futures. D'où cette interrogation, que dire de cette lutte menée par les défenseurs de la négritude? Les réponses sont diverses car les attentes sont grandes, mais au fond l'espoir demeure. Le tigre ne proclame pas sa négritude, il saute sur sa proie, disait Wole Soyinka en se moquant des poètes de la négritude. Concept controversé, accusé de promouvoir le racisme antiraciste. Cette réflexion sur l'être dans le monde noir a toutefois une pensée féconde qui a changé le regard porté sur le continent noir, tout comme Aimé Césaire qui demeure à jamais immortel grâce à cette âme miraculeuse, la poésie. Aimé Césaire qui demeure à jamais immortel. Vous êtes d'accord avec cette assertion, Serge Billet? Oui, totalement d'accord. Bonjour déjà à tout le monde et je suis totalement d'accord avec ça parce que pour moi, Aimé Césaire, chaque jour quand je me lève, je vois son visage, j'entends sa voix, je revois donc ce côté même un peu paternel qu'il avait de planer sur la vie politique à la Martinique. Oui, c'est quelqu'un qui reste immortel à mes yeux. Alors, vous également, vous êtes journaliste, présentateur, écrivain, auteur, compositeur. Vous suivez les traces de votre mentor. Je ne sais pas si je suis les traces de mon mentor, mais je sais que quand je suis arrivé à la Martinique en 1993, c'est l'une des personnes que je voulais absolument rencontrer. Et quand je l'ai rencontré, il a effectivement donc témoigné à mon égard d'une très grande sympathie, puisque la première chose qu'il m'a dit, comme il me voyait souvent à la télévision, moi je présentais le journal télévisé depuis déjà quelques mois quand il m'a vu en Martinique, et il m'a dit vous êtes martiniquais comme moi, je suis ivoirien comme vous. C'est quelque chose qui m'a marqué, et donc à partir de là, s'est créé donc une amitié pendant 10 ans, de 1994 jusqu'à sa mort. Je l'ai un peu moins vu dans les derniers jours ou dans les derniers mois de sa mort, mais une amitié qui pour moi était très, très riche et qui m'a permis non seulement de l'approcher, de discuter avec lui, d'entendre aussi quelques confidences et puis de pouvoir faire un livre justement sur ces rencontres-là, et puis aussi de me conforter dans l'idée qu'il faut travailler sur ces questions qui nous concernent, sur notre histoire, sur notre mémoire, la négritude qu'il a inventée dans un certain moment donné de sa vie avec Damas, avec Senghor, eh bien, il faut la prolonger aujourd'hui parce que ça correspond à une époque dans un monde où justement le noir était complètement occulté, chosifié, presque rabaissé, même si on était encore loin de l'esclavage. Et aujourd'hui, il fallait plus loin. Et moi, c'est en voulant aller plus loin que je travaille aujourd'hui sur ces questions noires, sur la mémoire noire, sur ces histoires oubliées qui nous concernent et qui racontent justement notre passé, aussi bien le passé glorieux que le passé qui l'est moins. Mais comment prolonger cette négritude quand on ne la comprend même pas? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne comprennent pas, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que la négritude. Ça, c'est un vrai problème. Est-ce qu'on doit encore parler de négritude même en 2018? Moi, personnellement, je ne parle plus de négritude parce que je pense que ça correspond à une époque. C'est une époque où effectivement il y avait un combat à mener. Ce combat était mené
menée victorieusement pour moi par Césaire, par Senghor et par Damas. Et aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin. Chaque génération, comme disait un peu Frantz Fanon, doit réinventer, doit inventer son chemin. Et nous inventons un chemin à partir de ce qui a été fait. C'est comme ce qu'a fait Cheikh Anta Diop pendant un moment donné au Sénégal. On ne refait plus du Cheikh Anta Diop, on va plus loin que ce qu'il a pu faire. Et notre travail à nous, la jeune génération, c'est d'aller beaucoup plus loin. Et moi, j'ai choisi la voie de celle qui consiste à explorer l'histoire des Noirs, hein, qu'ils soient africains, qu'ils soient antillais, qu'ils soient sud-américains. Et cette histoire-là, donc, la restituer donc, pour des populations qui ne les connaissent pas toujours. On peut se poser la question, effectivement, par rapport aux gens qui ne connaissent pas la négritude, mais si on ne fait pas le travail qui consiste à les informer, à les éclairer, eh bien, ça ne sera jamais fait. Donc, il faut, plutôt que de se plaindre, se mettre au travail. Et quelle est cette histoire qu'on doit raconter? Mais c'est toutes ces histoires méconnues. Moi, j'ai travaillé sur différents thèmes. Hein. Je sors des livres à la fois sur la question des Noirs qui ont été déportés dans les camps de concentration qu'on ne connaît pas. Ça participe aussi. Vous avez même fait un film. Oui, bien sûr. Ça participe à une connaissance de nous-mêmes, d'une partie de l'histoire, qu'on n'ait pas l'impression que ce monde s'est construit sans nous. Nous étions à toutes les étapes de ce monde. Quand je fais un livre aussi sur le Titanic avec ce seul passager, donc haïtien noir qui se trouvait à bord, c'est pas une façon de dire qu'il y avait des Noirs partout, mais c'était pour dire que nous participons à la vie du monde, avec ses drames, avec ses bonheurs. Quand je fais un livre sur le premier samouraï noir qui se trouvait donc au Japon au XVIe siècle, c'est une façon aussi de dire que dans cette histoire du monde, nous étions partout, y compris sur des continents où on ne nous imagine pas. Le dernier livre sur les Boni, ces descendants d'esclaves Agni et Baoulé qui se trouvaient en Guyane, eh bien c'est pareil aussi pour dire que notre histoire, elle ne s'arrête pas seulement qu'à nos frontières, elle va très très loin. Et donc c'est une façon aussi de faire connaître une histoire qui est méconnue. Moi en tout cas, c'est l'ambition que j'ai. Et l'histoire de l'Afrique, elle est très très riche. Mais l'histoire de l'Afrique, elle est riche comme l'histoire de tous les continents. Tous les continents ont une histoire très riche. Mais la seule différence, c'est que la nôtre, notre histoire à nous, on a toujours pris l'habitude que ce soit les autres qui la racontent à notre place, qui parlent à notre place. Ça, c'est fini. C'est fini ce temps-là. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons parler nous-mêmes à notre place, sans avoir besoin d'avoir un tuteur blanc ou européen qui va nous dire ce que nous devons penser, ce que nous devons croire, ce que nous devons savoir. Nous avons décidé par nous-mêmes, depuis quelque temps, nos historiens, nos journalistes, nos chercheurs, de travailler nous-mêmes sur notre histoire pour pouvoir la raconter par nous-mêmes, parce que notre point de vue ne sera jamais pareil que celui de l'étranger. Mais on sent que l'empreinte du blanc est encore là. Dans les mentalités, de plus en plus, les jeunes ne s'identifient pas africains, ils s'identifient plutôt européens. Est-ce que cette empreinte la marque véritablement? Mais si c'est le cas, ça pose problème. Moi, je ne sais pas. Moi, je pense que je garde toujours en mémoire cette fameuse maxime, un morceau de bois peut rester 1000 ans dans l'eau, il ne devient jamais poisson. Moi, je suis parti de la Côte d'Ivoire, j'avais 13 ans, et je reviens toujours en Côte d'Ivoire comme si rien n'avait changé. Donc, on peut changer l'accent, parce que le temps fait qu'on travaille et qu'on vit avec des gens avec lesquels on s'identifie et avec lesquels on est en osmose. On peut changer ces choses-là, mais on ne change pas le fond de son âme, on ne change pas le fond de son cœur, on ne change pas le fond de sa tête. Voilà, on est ivoirien, on reste ivoirien jusqu'à sa mort. Et donc, si c'est pareil pour un Africain, maintenant, si des gens ont un complexe de ce qu'ils sont et qu'ils veulent changer, c'est leur problème. Mais il faut aussi les aider quand on peut les aider. S'ils ne veulent pas qu'on les aide et qu'ils veulent effectivement donc choisir une posture qui est la leur, bah on les laisse et puis on s'occupe de ceux qui ont besoin de nous. Et on pourrait par exemple les aider en essayant de perpétuer les écrits d'Aimé Césaire. Ah mais déjà d'Aimé Césaire. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait ce livre sur Aimé Césaire qui s'appelle Dans le jardin secret d'Aimé Césaire. C'est d'abord pour montrer au Césaire autrement, comme on ne l'a jamais vu. Hein, Césaire qui fait sa petite promenade tous les jours à 15h, Césaire qui tous les jours s'astreint, quand il revient de sa promenade, à regarder Question pour un champion, Césaire qui est d'une timidité maladive, qui passe ses nuits à lire. Mais une timidité maladive, vraiment maladive. Ah oui, rassurez-vous, mais qui regarde toujours ses chaussures comme s'il était très timide. Césaire, dans le bureau duquel je me trouve, le jour où on propose que son nom soit proposé pour le prix Nobel de la paix, et qui n'en veut pas, parce que c'est un homme qui est d'une modestie infinie et qui ne veut pas des honneurs. Parce que les honneurs, c'est vrai, on le voit souvent en Afrique, les honneurs, ça vous plombe, parce que ça vous donne l'impression que vous êtes tellement important que vous finissez par être au-dessus de la mêlée. Et non, lui, il ne voulait pas de ça, il ne voulait pas des honneurs. Et il avait quelque chose qui était extraordinaire, dont on devrait peut-être s'inspirer ici en Côte d'Ivoire, c'est que, en tant que maire de Fort-de-France, il s'astreignait tous les mardis de recevoir toute la population. Tous ceux qui voulaient le voir venaient frapper à sa porte et il les recevait. Et sans exclusive. Et il écoutait leurs problèmes et il trouvait des solutions. Et de la même façon, une fois par semaine, il prenait sa voiture et il se promenait dans les quartiers de Fort-de-France, donc à la rencontre des plus pauvres, pour que les gens, justement, lui soumettent directement leurs doléances sans passer par des filtres. Et vous voyez bien, en Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, vous avez toujours des coupeurs de route qui sont là, ou bien des gens qui servent d'intermédiaires et qui vous empêchent d'avoir accès, justement, soit à un ministre, soit à un député. Eh bien, lui, non, il ne voulait pas de ça. Il voulait se mettre directement
directement au contact de la population, soit avec les gens qui venaient le voir, soit lui-même qui partait le voir donc une fois par semaine. C'était un homme simple, c'est-à-dire qu'il faisait de la politique comme on aimerait que ce soit fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire et ailleurs. Voilà. D'accord. Et vous l'avez rencontré, vous êtes entré dans son intimité, on va revenir dans les moindres détails. Vous dites que c'est un homme très timide. Racontez-nous, qui aimait regarder la télé, Question pour un champion. Non, il n'aimait pas regarder la télé. Il avait une émission qu'il n'aimait pas rater, c'était Question pour un champion. Parce que dans ces dernières de sa vie, dans un moment de sa vie, il y a il regardait également votre journal. Oui, bon, ça c'est... Je ne sais pas, oui. Oui, le journal télévisé de la Martinique est un journal qui, en tout cas le nôtre sur notre chaîne, est un journal qui est très regardé, donc naturellement, oui. Donc c'est comme ça. C'était pour développer. Non, parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout et qui a vraiment une. Moi, c'est ça qui me plaît chez ces grands hommes-là. Ils ont une grande ouverture d'esprit. Hein. Ils sont ouverts, ils ont vécu beaucoup de choses. Parce que, bon, quand on pense à Césaire, on pense aussi au Houphouët-Boigny, parce qu'ils ont eu presque un parcours parallèle. À un moment donné, ils ont été députés, donc même à l'Assemblée constituante. Césaire faisait partie du Parti communiste. Houphouët était apparenté donc, au Parti communiste. Houphouët a démissionné du Parti communiste. Césaire aussi a démissionné. En tout cas, ils ont eu des parcours parallèles. La différence, c'est l'indépendance. Justement, voilà. Houphouët a lutté pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire et Aimé Césaire, non. Non, c'est-à-dire que Césaire, il a vu les choses différemment. N'oubliez pas que nous sommes sur une île en Martinique. Hein. Aujourd'hui, on a à peu près 360 000 habitants. Mais à l'époque des années 50, des années 60, ils étaient infiniment moins nombreux. Et donc, Césaire est parti d'un principe, d'un postulat tout simple. On ne prend pas la liberté, on ne prend pas l'indépendance contre son peuple. Et il s'est aperçu qu'à cette époque-là, ce que les Martiniquais souhaitaient le plus, c'était l'égalité avec les Français. C'est-à-dire avoir les mêmes droits. Ils avaient déjà les devoirs, puisque certains ont fait la guerre et sont morts donc, pour la France. Ils voulaient donc avoir les mêmes droits, notamment les droits sociaux. Et donc, il a senti que c'était ça que les Martiniquais voulaient. Et il a eu une phrase que j'ai trouvée très juste, « Je veux aller au pas du peuple ». C'est ce que le peuple veut. Le peuple n'est pas prêt pour l'indépendance, ne veut pas l'indépendance, il va au pas du peuple. Sinon, Césaire était quelqu'un qui était très bouillant, y compris par rapport à la question de l'indépendance. C'était quelque chose qui le taraudait aussi, mais il est allé au pas du peuple. C'est vrai qu'on lui a reproché. Il n'aurait pas pris l'initiative peut-être même de brusquer ce peuple-là, mais c'était son choix, c'était sa façon à lui de concevoir la démocratie. Je vais au pas du peuple. Est-ce que ça a réussi? Est-ce qu'il a réussi sa mission? Est-ce que le peuple a adhéré à cette vision-là? Ce n'est pas que le peuple a adhéré, c'était ce que souhaitait le peuple martiniquais à l'époque. Aujourd'hui, avec l'évolution, on a des indépendantistes donc à la Martinique, on a aussi des autonomistes, on a toutes sortes de personnes. On peut juste dire qu'au regard de la situation aujourd'hui économique et sociale qu'on connaît à la Martinique, les problèmes ne sont pas réglés. Est-ce que l'indépendance serait réglée? Je n'en sais rien, mais les problèmes ne sont pas réglés. Tout ce qu'on constate, c'est ce que me disait Pierre Aliquet, le bras droit d'Aimé Césaire avant sa mort, c'est que même les îles qui sont autour de nous, qui sont les îles indépendantes, elles souffrent encore plus que nous. Hein, parce que ce sont des îles où, quelquefois, pour des questions d'hospitalisation, lorsqu'il y a des gens qui sont malades, on est obligé de les rapatrier sur la Martinique. Lorsqu'il y a des cyclones, comme on l'a vu au mois de septembre dernier, ces îles sont ravagées et après, elles ont besoin d'aide extérieure pour pouvoir se relever. Donc voilà, ça aussi, c'était quelque chose qui passait dans la tête de Césaire et de ses compagnons, de se dire, mais est-ce que ça vaut le coup d'être indépendant si c'est pour se retrouver dépendant, justement, de l'étranger lorsqu'on a le moindre problème? D'accord. Et à côté de cela, sa vie de famille? Ça, je ne vais peut-être pas rentrer totalement dans sa vie de famille. Césaire était comme tout le monde, il a une vie de famille avec beaucoup d'enfants, avec aussi sa femme Suzanne, dont il s'est séparé donc, en 1963, qui était une femme brillante, intellectuelle, qui l'a beaucoup aidé donc, sur le plan littéraire aussi, parce qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, ils ont créé donc, un journal ensemble, des écrits ensemble qui leur permettaient de pouvoir combattre aussi le nazisme à leur façon, à travers leur plume. Oui, donc il y a eu vraiment une osmose entre lui et Suzanne Roussy, et c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il a connu lui aussi des drames, hein, au-delà de la séparation. Il y a eu la mort de son frère, Georges. On n'en parle pas beaucoup, ou peut-être rarement. Moi, j'en parle dans ce livre, qui a été tué dans un attentat de l'OLP en 1970, alors qu'il prenait un avion. Lui, il habitait au Sénégal. Il était enseignant au Sénégal, à l'université au Sénégal, parce qu'ils ont tous été très proches de l'Afrique. Et Georges, un jour, donc, va pour un congrès donc, en Israël. Il prend l'avion jusqu'en Suisse. En Suisse, en 1970, donc, il prend un avion israélien. Et naturellement, c'était la grande tension à l'époque entre l'OLP et Israël. Et donc, un attentat, donc l'avion explose. Et donc, le frère de Césaire meurt dans cet avion. C'est vraiment un drame épouvantable pour la famille parce que
on n'avait jamais entendu parler de ces choses-là en Martinique, de ces drames-là. Et quand Césaire l'apprend en pleine nuit, il est vraiment déchiré. Et puis donc Yasser Arafat apprend plus tard que le frère de Césaire se trouvait donc dans l'avion. Il lui envoie une lettre vraiment plein de contrition pour lui dire à quel point c'était très, très dur d'apprendre que le frère de Césaire était là. Et Césaire lui répond d'une façon très magnifique, je rapporte un peu les propos dans ce livre, que ce n'est pas parce que c'est son frère que cette mort est brutale, mais c'est parce que c'est un innocent qui est mort. Et donc c'est des moments très durs aussi de sa vie qu'on ne connaît pas et que j'ai voulu aussi raconter pour qu'on connaisse un peu mieux le personnage à travers ce qu'il a vécu et ce qu'il a souffert lui aussi en tant qu'homme. D'accord. La négritude, c'est un sujet très vaste, hein, et Aimé Césaire a écrit plusieurs livres là-dessus. Pourquoi ne pas se concentrer sur l'écriture et décider de faire la politique? Ce sont des choix. C'est comme si vous me demandez, moi, pourquoi je ne suis pas un simple journaliste et pourquoi je fais aussi des livres et pourquoi aussi je fais de la musique. Vous posez la question non, mais c'est parce que chacun a ses talents. Vous savez, tout à l'heure, vous étiez avec un prêtre, là. Hein, je pense que pour ceux d'entre nous qui ont lu la Bible, moi j'étais élevé chez les Jésuites, donc je la connais un tout petit peu, la Bible, la parabole des talents. Vous avez un certain nombre de talents, et puis selon ce que vous en faites, effectivement, vous êtes totalement en accord avec les talents qu'on vous a donnés, ou bien vous êtes en dessous. Et donc il a des talents. Ces talents, c'était à la fois de faire, comment dirais-je, de la poésie, de faire de la littérature, de mener des combats engagés, puis aussi de faire de la politique, parce que c'était ses talents à lui, et il les a fait fructifier, tel que la parabole le dit. Est-ce qu'il a vraiment réussi sa vie politique? Je ne sais pas, ce sont toujours les générations d'après qui pourront dire. Moi, tout ce que je sais, c'est que Césaire a fait un travail extraordinaire pour les pauvres en Martinique. C'était vraiment, comme j'ai dit dans le livre, le petit peur des peuples, hein, parce que bon, c'est pas seulement l'affiliation communiste qui était importante pour lui, hein, même s'il a démissionné avec fracas en 1956 du Parti communiste, mais c'est parce qu'il avait vraiment une vision très partageuse du monde. Et quand vous avez donc dans les années 50 toutes les industries sucrières donc à la Martinique, le rhum, le sucre qui commencent à connaître donc une véritable crise, on parle déjà de crise à cette époque-là, et que toutes les populations de l'intérieur viennent sur Fort-de-France chercher du travail, n'ont pas à manger, et que Césaire décide justement de loger les gens gratuitement, de leur donner un toit, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas beaucoup de gens qui le font et qui se décarcassent pour ces gens-là, alors que du côté de Paris, on le boude parce qu'on estime que c'est un rouge, c'est un communiste, et donc on ne l'aide pas. Et lui, tout seul, avec le peu de moyens qu'il a, il vient en aide à ces gens-là. Donc déjà, sur un plan politique, j'estime qu'il a fait beaucoup de choses pour sa population. C'est pas pour rien d'ailleurs que ses obsèques ont été grandioses, parce que les gens avaient la reconnaissance de ce que cet homme a pu faire pour eux. Maintenant, sur un plan politique, on peut dire peut-être qu'il aurait dû aller vers l'indépendance. D'autres peuvent dire qu'il a eu raison de ne pas y aller. Ça, ce sont des débats qui seront peut-être tranchés un jour par l'histoire. Il a fait ses choix. Mais sur un plan politique, moi je pense qu'il a fait vraiment, en tout cas, tout ce qu'il pouvait faire, avec bien sûr ses faiblesses d'homme, mais aussi ses forces, son caractère. Et sur ce plan-là, je pense qu'il était vraiment à la hauteur de l'humain qu'il était, c'est-à-dire de pouvoir être toujours en écoute et en accord avec les gens qui ont besoin. Il a eu des postes politiques. Quels sont les différents postes politiques? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la différence de beaucoup de gens, on a fait le parallèle avec Houphouët, Césaire, autant Houphouët était ministre en France, hein, donc dans les années 50, quand il a commencé donc à fréquenter les cercles parisiens, autant Césaire a toujours refusé tout poste ministériel. Il ne voulait pas, à aucun moment, donc pactiser donc avec l'ancienne puissance coloniale. Donc il a toujours refusé donc effectivement de ces postes-là. C'était un choix de sa part. Et cette jurisprudence césarienne a encore cours aujourd'hui donc aux Antilles, en Martinique en tout cas. Et vous verrez d'ailleurs que la Guadeloupe a toujours eu des ministres dans le gouvernement français. On pense à Lucette Michaud-Chauvry et puis à d'autres personnes, Bambuc et d'autres. Mais la Martinique n'a jamais eu de ministre dans le gouvernement français. Peut-être parce qu'il était toujours dans le concept de négritude. Non, c'est surtout parce qu'il estimait que le plus important, c'était de développer son pays et non pas d'aller traîner, comme il disait, dans des cercles parisiens, d'aller faire le fanfaron dans ce genre de milieu-là. Donc lui, il se concentrait davantage sur son pays. Et c'est un choix. Voilà. Et souvent, on a ce débat-là aux Antilles en se disant, mais voilà, les Guadeloupéens ont fait partie de cabinets ministériels et grâce à ça, ils ont pu donc rapporter aussi des moyens financiers et faire jouer des relations pour pouvoir développer leur île, alors que la Martinique est quelquefois donc considérée comme un tout petit peu plus en décalage par rapport à la Guadeloupe. Ce sont des choix, voilà, qui se respectent l'un l'autre, mais ce sont des choix. La négritude, c'est un concept qui a fait connaître Aimé Césaire, mais c'est un concept également qui a été longtemps combattu. Mais tout ce qui est nouveau est combattu. Et le meilleur exemple, c'est Cheikh Anta Diop. Quand Cheikh Anta Diop sort Nation Nègre et Culture et qui remet un peu en cause un certain nombre de choses, hein, quel que soit ce qu'il peut dire, il y a des choses qui sont extrêmement justes, d'autres qui peuvent être un tout petit peu contestables, mais
il fait un travail extraordinaire et donc il est combattu, mais il n'est pas combattu seulement par les Européens, il est combattu aussi par les Africains, il faut aussi s'en remettre. Et Cheikh Anta Diop trouve le seul défenseur qu'il trouve à l'époque à Paris, c'est Aimé Césaire. Aimé Césaire prend le bouquin, il le lit en une nuit, il trouve ça formidable, il décide de faire le tour de tout Paris pour pouvoir convaincre effectivement les intellectuels africains, mais aussi européens, et il ne trouve personne. Voilà. Et donc le seul soutien de Cheikh Anta Diop, c'était Césaire. Donc tout ce qui est nouveau, naturellement, suscite à la fois de l'inquiétude, de la peur, on ne sait pas, voilà. Et donc Césaire était, donc à l'image de Cheikh Anta Diop, peut-être même un peu plus, quelqu'un qui a suscité donc cette peur aussi. Donc on s'est dit, mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il va faire? Quels sont ses écrits? Il est violent dans ses textes. Je veux dire, autant l'homme est très timide, autant ses textes sont violents, mais ils sont d'une rage telle qu'on se demande si vraiment il les a pas trempés dans le vitriol. Mais c'est Césaire. Et ce Césaire-là, c'est ce Césaire-là que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et Césaire, il était déçu par l'attitude, on va dire, des Noirs, parce qu'il a mené pendant toute sa vie un combat pour la libération des Noirs. Mais avant sa mort, il y avait encore des conflits en Afrique. Qu'est-ce qu'il pensait de tout ça? Oui, c'est vrai. Moi, je sais que je le voyais souvent. On a quelquefois tendance à dire en Afrique, mais la Côte d'Ivoire déjà, c'était une grande peine pour lui. On en parlait souvent, c'était une grande peine pour lui. Et je me souviens que chaque fois qu'il me demandait, mais comment ça se passe maintenant chez vous? Est-ce qu'il y a toujours cette tension entre les uns et les autres? Il était extrêmement, vraiment touché par ça. Je me rappelle même en 2003, un jour, Alpha Blondy est venu donc à la maison, en Martinique, et il m'a dit, Serge, emmène-moi chez Césaire. Et donc, le lendemain, je l'emmène chez Aimé Césaire. C'était en 2003. Et je me rappelle que c'était au lendemain des accords de Ouagadougou. Césaire était déjà donc très âgé, c'était à peu près 5 ans avant sa mort. Eh bien, il se tenait au courant. Donc, les questions qu'il a posées à Alpha Blondy, c'était comment ça se passe aujourd'hui? Comment ça se passe entre Soro Guillaume et Laurent Gbagbo? Il se posait toutes ces questions parce qu'il lisait la presse, il essayait de tout savoir. Et donc, il était toujours inquiet. Il ne faut pas oublier que Césaire était l'un des premiers à se mobiliser pour la Côte d'Ivoire dans les années 50, quand il y a eu les fameux massacres. Peut-être que les jeunes aujourd'hui ne le savent pas, mais dans les années 50, il y a eu des massacres à Dimbokro et dans différentes villes en Côte d'Ivoire. Il y a eu des gens qui ont été tués par les colons. Et Césaire a écrit donc un grand poème là-dessus qui s'appelait Le temps de la liberté, où justement il parle de Sassandra, de Cavalli, de Bandama. C'était quelqu'un qui était déjà très impliqué pour tout ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Justement, je raconte son implication. Et puis, naturellement, 50 ans, 60 ans après, il s'inquiète toujours de la situation qu'il y avait donc en Côte d'Ivoire, et il aurait vécu aujourd'hui, il aurait été très inquiet de tout ce qui se passe aussi ailleurs dans d'autres pays d'Afrique. Et qu'est-ce que vous n'arriviez pas à cerner chez l'homme? Parce qu'on a l'impression que vous le connaissiez. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je n'arrive pas à cerner, disons que j'étais frappé par sa grande timidité. C'est-à-dire que c'était un contraste réel entre effectivement l'homme public qui était timide et l'homme privé qui était capable de pouvoir écrire des textes d'une grande dureté, d'une grande force, d'une grande profondeur aussi. Donc j'étais surtout très intrigué par sa timidité. Mais c'était lui, et c'était peut-être ce qui faisait sa force, c'est-à-dire que cette timidité, finalement, c'était le reflet de son humilité. Et je crois que ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on puisse avoir des hommes comme ça, qui sont très grands par le talent, et qui sont très petits Il parlait devant la foule. Comment il arrivait à haranguer la foule? Mais c'est ça, les hommes publics, c'est-à-dire qu'ils peuvent être capables de choses extraordinaires lorsque... c'est comme quelquefois vous avez aussi des journalistes de télévision qui sont capables, une fois que l'écran s'allume, que la caméra s'allume, de faire des choses extraordinaires. Et puis quand ils se retrouvent en ville, ils sont tout petits, ou bien des chanteurs, lorsqu'ils sont sur scène, ils font des choses extraordinaires. Je pense même à Michael Jackson. Et puis quand ils sont donc dans la vie privée, ils sont extrêmement timides. Et bien c'était ça. C'était ces gens. Il avait de ça aussi chez lui, cette capacité justement à être deux, c'est-à-dire le double face, c'est-à-dire être capable d'être complètement emporté dans son élan quand il fait un discours politique. Et il a fait des discours, je vous assure, parce qu'il a eu quand même une vie politique qui est partie de 1946 jusqu'en 2001. C'est énorme. C'est une longévité extraordinaire, plus de 50 ans comme maire de Fort-de-France. Donc des discours qui sont puissants, qui sont poignants, qui sont forts, et qui montrent un homme qui se transcende. Et puis après, un homme qui revient tout petit dans... Voilà, j'habite une blessure sacrée, comme dit, j'habite un point obscur. Donc voilà, l'homme qui redevient tout petit dans quelque chose de tout simple. Il a marqué son époque. Hein. Ah oui. Et quel héritage Aimé Césaire a laissé pour les générations
ces générations-là? Je pense que le premier héritage, c'est l'acceptation de beaucoup de Noirs, de ce qu'ils sont. Parce que, bon, on parle souvent de ceux, peut-être, comme vous disiez tout à l'heure, qui se croient encore européens ou qui vivent comme des Européens ou qui pensent comme des Européens, ou en tout cas qui n'acceptent pas leur part africaine. Bon, ça, c'est leur choix. Mais il faut voir surtout la grande masse. On revient de très loin. Entre le moment où on vous dit, au moment de l'esclavage, que les Noirs sont des biens meubles, c'est-à-dire qu'ils sont à l'image d'une table ou d'une chaise et rien d'autre. Et puis le moment où ils sont encore dans un certain nombre de complexes qu'ils vivent par rapport à l'Européen et par rapport à part d'eux. Je sais que dans les années 60, ma mère me disait, quand il y avait des Européens qui venaient en Côte d'Ivoire, on disait « celui-là c'est mon blanc ». C'est-à-dire qu'on s'accrochait donc à ces gens-là comme si c'était celui qui allait vous offrir donc, un passeport, vous offrir l'avenir. C'est affreux d'entendre ça aujourd'hui. Eh bien, il a quand même donné un grand nombre de choses, un certain nombre de Noirs qui ont retrouvé aujourd'hui leur dignité, leur façon d'être, de penser, de croire et d'espérer. Et ça, je trouve ça très important. Et moi, c'est pour ça que j'avais envie de partager ce que moi, il m'a apporté, à la fois à travers sa générosité, sa tendresse aussi, parce que c'est un homme qui est extrêmement tendre, et puis aussi sa lucidité et son intelligence, son extraordinaire intelligence, qu'on appelle le génie, mais c'est vraiment du génie. Voilà. Voilà, malheureusement, le temps qui vous est imparti est à son terme. Je peux me permettre juste de dire aux gens Bien que sûr. ceux qui le souhaitent, donc je dédicace encore aujourd'hui, aujourd'hui et demain, donc aujourd'hui à Cap Sud. Dans le jardin secret voilà. d'Aimé Césaire. Non, tous mes livres, y compris le dernier sur les bonnies et l'avant-dernier sur le samouraï noir, parce que c'est l'occasion, chaque fois que je viens à Abidjan, de rencontrer le public. Donc effectivement, aujourd'hui, je serai donc à Cap Sud et demain à Cap Nord. Donc je dédicace pour tous ceux qui souhaitent donc qu'on puisse s'entretenir des bouquins, qu'on puisse aussi en parler, donc à partir de 10h. Voilà. Avec vous, on parle bouquin, mais on parle aussi musique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On aura l'occasion d'en reparler. D'écouter. Vous avez écrit de grandes chansons. Oui, j'ai écrit des grandes chansons pour de grands artistes entiers. J'ai travaillé avec Jocelyne Berroir, avec Harry Diboula, avec Éric Viagal, pour qui j'écris des chansons. Et puis bon, là actuellement, je suis en train de finir, de monter ma comédie musicale sur Oufouet de Boigny, justement, parce que je souhaite raconter l'histoire d'Oufouet de Boigny, en tout cas une partie de l'histoire d'Oufouet de Boigny donc, en musique. Et donc c'est le projet sur lequel je travaille en ce moment. Merci beaucoup. Ce fut un énorme plaisir pour nous d'échanger avec vous, Serge Billet. Avec vous, on a appris beaucoup de choses. Et vous, téléspectateurs, restez sur RTI 1. C'est fini.